Bonjour Monsieur Zarbo. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter un petit peu et d'expliquer un peu ce que vous faites, votre rôle dans l'ADJA Bien et sûr. votre rapport au niveau de tout ce qui est psychologie et jeux vidéo? Alors mon rapport à tout ce qui est psychologie, c'est que je suis psychologue de formation, voilà, et psychothérapeute, formateur, parce que je travaille dans un centre qui est spécialisé dans les dépendances, ici à Liège, et donc qui accompagne des personnes qui ont des soucis de dépendance diverses et variées à des psychotropes, et aussi à des comportements, je dirais, addictifs comme les jeux d'argent, de hasard, les paris sportifs et ce genre de choses. Et il se fait que depuis pas mal d'années maintenant, avec une autre institution, mais aussi par intérêt personnel, on a développé des atouts en matière de formation pour les professionnels, en matière de jeux vidéo, d'internet, des réseaux sociaux. Et donc j'ai exploré tous ces univers des jeux vidéo depuis plus de 10 ans maintenant, des réseaux sociaux parce que c'est venu sur le tard, et d'internet parce que ça pose des questions aux professionnels de l'aide, du soin, de l'éducation, là qui nous interpellent régulièrement sur on pense que tel adolescent a des difficultés liées à des jeux vidéo, tel parent vient nous trouver parce qu'il pense que son gamin, parce que c'est souvent des garçons qu'on va cibler, est accro à tel ou tel jeu. Le type du jeu évolue selon les années, mais voilà, c'est un peu la même thématique. Et puis sont venus se greffer des questions du style, est-ce que les réseaux sociaux empêchent les relations amicales, l'intimité, ce genre de choses, le harcèlement qui est aussi un grand sujet à la mode. Et ça nous a amené, en fait, même si on a un service addiction, à explorer tout un tas de sujets. Le fait que des réseaux sociaux apparaissent nous a aussi amené bizarrement donc, à rencontrer des personnes qui travaillent dans les services de planning familial et donc à réexplorer la thématique de la pornographie et la dépendance à la pornographie. Donc Internet, c'est vraiment la boîte de Pandore pour toutes les questions de base en fait en matière de santé mentale, d'éducation et d'accompagnement des jeunes, parce que c'est surtout les jeunes qu'on centre et qu'on cible, et toutes les positions adultes au sens très très large d'éducation, au sens très très large, qui vont avec. Petite pratique psychothérapeutiques et j'accompagne des équipes et des institutions sur comment est-ce qu'on prend en charge des jeunes qui ont des problèmes de consommation et ou d'usage problématique de jeux vidéo et aussi d'adultes. Donc voilà, et il se fait que je suis moi-même joueur de jeux vidéo, voilà. Autant pour ma légitimité en tant que psychologue, mais bon, l'idée ici, moi, c'est que je ne suis pas là pour défendre le jeu vidéo, il n'y a pas besoin de moi, hein. Il se défend très bien tout seul, ni pour l'enterrer, mais voilà, il se fait que j'ai une pratique de jeux vidéo, ce qui me permet par ailleurs de déjà de m'amuser et puis surtout d'avoir une petite connaissance en plus sur qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement ressentir quand on joue aux jeux vidéo. Donc c'est avant tout un intérêt purement personnel qui m'a aussi été conduit, je vais dire, à ce type de métier. Voilà. D'après ce que j'ai lu autour de la notion d'addiction aux jeux vidéo, ce qui pose beaucoup de problèmes dans le milieu de la psychologie, c'est plutôt les critères définitoires du concept. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu plusieurs définitions différentes de l'addiction. Il y en a qui prennent en compte la dopamine, l'isolement par rapport au cercle social, la consommation problématique. Enfin, j'ai lu plein de choses. Par certaines définitions prenaient tout ça en compte, certaines définitions ne prenaient que certaines choses en compte. Du coup, le problème de l'addiction, c'est juste que ça n'a pas été bien défini encore. Une des difficultés sur ce sujet un peu épouvantail de l'addiction, c'est que il est un révélateur qu'en sciences humaines, il y a des paradigmes, il y a des façons d'appréhender. En science, il y a différents courants. Alors moi, j'essaie de ne pas trop me fatiguer sur définir c'est quoi une dépendance ou si ça n'en est pas. J'essaie de me centrer mon discours sur est-ce qu'il y a une difficulté dans la vie des personnes. Et la difficulté, effectivement, comme vous l'avez très justement pointé avec la définition de la dépendance, c'est qu'on ne prend pas les mêmes critères, on ne mesure pas les mêmes personnes, ni dans les mêmes contextes et pas dans les mêmes durées. Donc on va mélanger ce qui concerne en général le jeu vidéo et Internet. Donc historiquement, il faut savoir qu'une des premières définitions sur la dépendance aux ordinateurs était une blague qu'un des chercheurs avait fait à un de ses collègues. Il a copié dépendance, il a mis dépendance aux écrans comme une boutade. En fait, parce qu'il avait remarqué que ses collègues passaient beaucoup de temps à taper des rapports sur leurs écrans. Voilà. Cette petite anecdote pour illustrer qu'en fait, depuis très longtemps, le courant qui s'est le premier accaparé, je veux dire, saisi de cette question des usages pratiques des jeux vidéo, c'est la dictologie. Le courant de la dictologie a eu tendance à mettre son modèle sur ce sujet-là, parce qu'il ressemblait fort à ce qu'il traitait. Voilà. D'autres, par après, ont mis en question ce modèle-là en disant que les outils utilisés dans le cadre, par exemple, de thérapie avec des personnes dépendantes n'étaient pas spécialement utiles dans les thérapies avec des joueurs de jeux vidéo dits à problème ou problématiques. Et certains en sont même allés plus loin en disant non, ça n'existe pas la dépendance aux jeux vidéo. Il y a des usages qui sont problématiques dans certains contextes, et si on travaille le contexte, l'usage problématique disparaît. Quand j'en ai parlé avec Monsieur Leroux,
Oui. Il a mentionné le fait que donc le jeu vidéo ne faisait pas partie de ce qu'on appelait des addictions, enfin ne pouvait pas faire partie de ce qu'on appelait des addictions comportementales. Et je suis pas sûr d'avoir bien compris en fait ce fait-là. Donc si j'ai bien compris, la seule addiction comportementale vraiment bien reconnue, c'est les jeux d'argent. Mais encore une fois, c'est une question de posture. On peut mettre dépendance à peu près sur tout et n'importe quoi maintenant. Donc c'est un modèle qui a tendance actuellement à se déployer sur beaucoup de sujets. C'est clair que les problèmes de jeux d'argent, d'hasard et les paris sportifs, qui est une sorte de version plus moderne, sont une problématique qu'on connaît depuis très très longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'avec Internet, ça s'est déployé beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc oui, il y a une addiction comportementale dans le sens où les gens ne peuvent pas s'empêcher de rejouer et qui est liée même à la nature du jeu. Parce qu'il y a un critère qui est le hasard. Voilà, je risque de tout perdre. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres formes d'addiction comportementale? Ça dépend à qui vous posez la question. Moi, j'aurais tendance à dire pas forcément. Cette façon de voir les autres problèmes ne me sert pas en tant que praticien. C'est une grille de lecture, si vous voulez, mais je trouve que cette grille de lecture a plutôt tendance à enfermer, à stresser un peu tout le monde, et ne me donne pas, moi, en tant que thérapeute, des outils pour aller à la rencontre des personnes qui souffrent. Yann a une position très claire qui est de dire le jeu vidéo et les usages problématiques des jeux vidéo ne concernent pas la dépendance, mais concernent des souffrances sous-jacentes ou des difficultés sous-jacentes. Et le jeu vidéo est une façon de gérer ça. J'ai tendance à être d'accord avec lui à certains niveaux. Maintenant, je pense que le jeu vidéo, par sa nature, peut avoir tendance, à certains niveaux, en plus des difficultés des personnes, à maintenir la personne dans une souffrance. Mais je suis très prudent avec ça. Donc le jeu vidéo ne crée pas la pathologie. D'accord, c'est ça. Le jeu vidéo devient quelque part la seule échappatoire de la personne à sa souffrance, ce qu'on peut très bien comprendre. Quand on n'est pas bien, on a tous envie d'un truc pour se sentir mieux. Et certains choisissent le jeu vidéo parce que ça leur plaisait par ailleurs avant. Et donc, le jeu vidéo les coince. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où ils se sentent bien. Pas tellement dans les mécaniques du jeu vidéo, on pourra parler après du circuit de la récompense et tout ce genre de choses qui sont mobilisées, mais parce que tout simplement c'est une activité dans laquelle ils rencontrent du plaisir, ils s'amusent, ils se sentent bien, et donc ils investissent sur tout ça. En parlant on vient de mentionner les jeux d'argent et le circuit de la récompense, etc. Je voulais vous poser une question, à mon avis tout le monde doit vous poser cette question-là. À propos des lootbox, etc., on entend beaucoup cette histoire que c'est basé sur le circuit de la récompense, on entend parler de renforcement positif intermittent, etc., et comme quoi ça conditionne les joueurs et qu'ils sont sans pouvoir face à ces stratégies-là, donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, il y a deux niveaux. Il y a les lootbox, on y reviendra après, qui est une mécanique de jeu bien particulière, les coffres à récompense, et il y a le fameux circuit de la récompense. Alors, c'est quoi le circuit de la récompense? Si je dois vraiment mal résumer, c'est un système dans notre organisme qui a tendance à nous récompenser quand on fait des choses qui sont, entre guillemets, bonnes pour nous. Des choses fondamentales, uriner, avoir du plaisir sexuel, manger, cette sensation de satiété, de « ah, j'ai bien mangé, je suis bien repu », c'est parce que notre organisme nous récompense avec un petit shoot qui est tout à fait légitime, ou quand on a fait ses besoins, un plaisir intellectuel, un ouvrage, un jeu, peuvent susciter et activer le circuit de la récompense. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'expérience que ça nous a du bien, et donc naturellement, on a envie de recommencer. Donc c'est pour ça que vous continuez à faire les choses que vous aimez bien faire. C'est purement mécanique. Donc ça veut dire que le circuit de la récompense est quelque chose qui fonctionne à tous les niveaux. L'idée selon laquelle le jeu vidéo perturberait le circuit de la récompense, ça vient encore une fois du modèle de la dépendance aux produits. Les produits psychotropes, effectivement, vont perturber ce circuit de la récompense et vont s'y substituer. Mais ça voudrait dire alors que les jeux vidéo sont une drogue qu'on injecte dans l'organisme et qui modifie chimiquement le cerveau. Alors on va dire que oui, toute expérience qu'on fait modifie chimiquement le cerveau parce que ça crée des neurones et tout ça, mais c'est plus complexe que ça. Le jeu vidéo ne va pas modifier votre circuit de la récompense si ce jeu vidéo ne vous amuse pas par ailleurs. Si vous êtes plutôt un joueur de jeu de rôle et qu'on vous met un jeu de stratégie style League of Legends, peut-être pas votre truc, et donc ça va pas du tout activer votre circuit de la récompense, et inversement. Ou si on vous fait du macramé ou de la polka, si c'est pas votre truc, ça ne va pas activer grand-chose. Les lootbox sont des mécanismes à la base qu'on retrouve depuis longtemps dans les jeux vidéo. Je prendrai un classique qui s'appelle toujours Diablo, qui est un jeu où on doit affronter des multitudes d'ennemis et on a des récompenses aléatoires dans des coffres. Plus on a un niveau et plus on affronte des monstres difficiles, plus la récompense est sur un système de probabilité élevé. Voilà. Mais c'est aléatoire, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc ce sont des coffres surprises, comme les Kinder. Les Kinder en soi, même si c'est du mauvais chocolat, ne suscitent pas d'addiction particulière au chocolat. Là où c'est pernicieux et où les discussions entre professionnels sont pas claires, quand vous êtes dans un jeu compétitif,
du style Star Wars Battlefront, qui avait défrayé la chronique, c'est le 2 je pense, qui vous dit vous pouvez jouer, le jeu est complet, et si vous faites un certain nombre d'activités et vous gagnez des expériences, vous allez avoir des récompenses aléatoires. Ok, c'est une vieille méthode. Sauf que eux, ils introduisent un système dans lequel il y a des loot box payantes, et en fait on remarque dans la dynamique du jeu, et si on analyse vraiment la structure d'évolution des personnages et des joueurs, pour atteindre le maximum des objectifs du jeu et être compétitif, il faut passer par la case payante. Parce que le temps que vous atteignez vos objectifs et que vous ayez du matériel de qualité pour être efficace et compétitif, ça va vous prendre une plombe et c'est virtuellement impossible pour la plupart des joueurs. Et donc ça induit que le joueur, et ça pousserait le joueur à aller vers un système où il doit payer pour avoir quelque chose d'aléatoire. Mais quand votre système de victoire et de gain quelque part est basé sur quelque chose d'aléatoire, on rentre peut-être dans la catégorie jeu d'argent de hasard. Dans la notion de jeu problématique, en fait, donc là je vais un peu quitter cette notion d'addiction, vu qu'on a vu que Oui. ce n'était pas forcément un outil hyper intéressant. Côté jeu problématique, on fait souvent une relation de cause et de conséquence en fait, entre le temps de jeu et le fait d'être dans le jeu problématique. Est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Non. Alors, il est certain que si vous passez 18 heures par jour à une activité, que ce soit du jeu vidéo ou du macramé, ça vous laisse peu de temps pour le reste. Mais le critère temps pour diagnostiquer un usage problématique n'est pas suffisant. À vrai dire, c'est le moins bon critère. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, prenons joueur 1, joueur 1 joue 3 heures par jour à son jeu vidéo préféré du moment, et le week-end, il joue 4 heures par jour. Voilà. Donc il a un peu plus de marge. Voilà. Est-ce que ce joueur est accro et dépendant? Parce que si on totalise le nombre d'heures qu'il passe par semaine sur un jeu vidéo, on peut se dire « Oh mon Dieu !» Voilà. Pas forcément. Pourquoi? Parce que ça demanderait de savoir est-ce qu'il est heureux déjà, qu'il est en souffrance, est-ce que ses tâches de base sont effectuées, je sais pas moi, se nourrir, avoir des relations sociales, des tâches scolaires et ou professionnelles. Est-ce qu'il rencontre ses besoins fondamentaux et est-ce que ça suscite des conflits dans l'entourage ou pas, ou des grosses souffrances ou des difficultés. Si ce n'est pas le cas, on est dans un jugement de valeur. C'est ça, ou regarder la TV ou faire un loisir autre, voilà, ça lui appartient, parce qu'il n'y a pas de difficulté par ailleurs. Ça ne l'empêche pas de se réaliser dans d'autres dimensions de lui-même, si vous voulez. Prenons joueur 2. Joueur 2 ne joue pas la semaine. Joueur 2 aime beaucoup les jeux vidéo, mais ne joue pas la semaine, parce qu'il ne peut pas. Par contre, il a 2 heures pour jouer le week-end. On se dit, bah oui, là, c'est QFD, 2 heures par semaine, il ne peut pas vraiment être accro, voilà. Sauf que joueur 2, toute la semaine, il pense à sa partie, il se dit vivement que ce soit le week-end, j'en peux plus. Et donc il est constamment en train d'être envahi par cette idée qu'il va jouer, il n'arrive pas à penser à autre chose. Parce qu'il est tellement frustré de ne pas avoir son temps de jeu et qu'il n'arrive pas à se réaliser dans d'autres dimensions de soi que le jeu occupe tout son espace mental. Et donc là, la question de dépendance, si on prend ce modèle-là, ou d'usage problématique, elle se pose aussi. Vous voyez, donc c'est deux situations clichés et caricaturales, mais pour illustrer que le critère temps ne suffit pas. Donc moi, mon principal critère pour diagnostiquer s'il y a un usage problématique, c'est est-ce qu'il y a de la souffrance chez la personne et ou son entourage, et est-ce que ça l'empêche de se réaliser dans des dimensions fondamentales. Voilà. Ça me paraît le principal outil en tant que psy. Hein. Après, moi je parle de ma façon à moi de travailler. Et ce faisant, alors ça me permet plus d'accéder à ce qui est important pour le joueur et dans quel contexte de vie il est et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il attend de son jeu, qu'est-ce qu'il en retient et surtout comment ça va par ailleurs dans sa vie. Parce que c'est ça aussi. Hein. Les problèmes, ça n'est pas dans les choux, ça n'apparaît pas comme ça. Les problèmes, ce sont des processus qui se construisent et on n'est pas un jour « Oh mon Dieu, je suis un joueur problématique ». C'est quelque chose qui vous a amené à ça. Voilà, c'est un chemin, si vous voulez. Et encore une fois, il faut, si je peux me permettre, il y a à qui on s'adresse. C'est pas la même chose de faire ce diagnostic pour un adulte que pour un adolescent ou un enfant. Voilà. Il se fait que les adolescents, en général, ne doivent pas faire le ménage, ne doivent pas faire à bouffer, ne doivent pas s'occuper des charges financières du ménage, ne doivent pas anticiper toutes les sortes de choses que nous, adultes, nous devons nous coltiner. Donc, ils ont beaucoup plus de temps. Ils ont peut-être leurs devoirs ou travaux scolaires à faire vite fait, ça dépend de chacun, mais sinon, ils ont beaucoup de temps libre. Et donc, la marge qu'ils ont pour s'occuper dans les jeux vidéo et avoir du temps consacré à ça est beaucoup plus large que nous, adultes, qui, en général, nous précipitons après que toutes nos tâches soient faites sur Netflix ou n'importe quel écran pour nous vautrer, ou un Balzac hein, pour faire semblant. Voilà, parce que nous aussi, on a des plaisirs par rapport aux écrans. Voilà. C'est juste qu'à la limite, nous, on est passifs devant les écrans. Je parle des adultes en général qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo.
quoique même des adultes qui jouent aux jeux vidéo peuvent être très critiques par rapport aux usages jeunes en matière de jeux vidéo. Donc il faut être très prudent en matière de diagnostic parce que la jeunesse a d'autres contextes, a d'autres usages. Voilà. Et à un niveau social aussi, je pense qu'on est dans une société où les adultes conçoivent difficilement que les jeunes soient à l'extérieur de leur domicile. C'est fini l'époque depuis longtemps où les jeunes étaient dehors, traînaient, comme on disait dans les quartiers, et il n'y avait pas de GSM, pas de smartphone, et on ne savait pas où ils étaient, et ils rentraient à une heure donnée. Notre société adulte ne tolère plus ça, donc on préfère avoir nos jeunes chez soi. Et donc que font les jeunes ? Les jeunes, quoi qu'on en dise, écoutent leurs parents, ils sont sensibles aux discours, aux attentes des parents. Ils font un compromis. Ils sont à la maison sur les écrans, et sur les écrans, ils sont en dehors de la maison. Oui, d'accord. Donc, je suis dans mon univers à moi, dans mon intimité. En même temps, j'explore avec d'autres, parce qu'en plus, maintenant, c'est l'apogée des jeux en ligne. Mais en même temps, je n'insécurise pas mes parents, parce que je suis dans mon domicile. Vous voyez, donc, c'est pas que les jeunes fuient les adultes, mais c'est qu'ils se créent des espaces disponibles pour eux. Parce qu'il se fait que le jeu vidéo, et les réseaux sociaux aussi, sont un des derniers espaces où on peut être jeune sans avoir le regard de Moscou de l'adulte sur soi. En fait, c'est plus un effet générationnel. Il y a une dimension à ce niveau-là, et peut-être qu'avec tous ces joueurs vieillissants, et donc peut-être se reproduisant aussi, peut-être qu'on aura une acculturation à ce média-là. Voilà. Donc il y a souvent une surestimation des enjeux individuels, mais une sous-estimation de la dynamique groupale, culturelle dans laquelle se déploie le jeu vidéo. Et donc, est-ce que vous auriez des conseils, une sorte de résumé de ce que pourrait utiliser un adolescent ou quelqu'un à qui on reproche d'être addict, ou alors à qui on parle encore de cette notion d'addiction? Est-ce que vous auriez une sorte de résumé des outils qu'on peut utiliser comme argument? Alors, j'ai pas de bouclier de level 20 anti-addiction, anti-discours addiction, parce que ça appartient à chacun. Je pense que peu importe, à vrai dire, qu'il s'agisse d'addiction ou pas. Moi, je suis très sensible à une posture en tant qu'intervenante. Soyons prudents avec les mots qu'on utilise. Les mots sont porteurs de sens, ils sont porteurs d'effets. Oui, on peut avoir des usages problématiques de jeux vidéo. On peut avoir de la souffrance quand on est confronté à des situations où le jeu vidéo prend toute la place et empêche tout le reste. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça arrive. Ça peut susciter des conflits dans les ménages, dans les familles, des discussions. C'est souvent l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Voilà, c'est ce qu'on sait être des phases de crise classiques. Et donc, c'est un objet sur lequel on peut discuter. Je pense qu'il faut éviter le tabou et de demander aux gens qui disent « t'es accro » ou « t'es dépendant », mais c'est quoi qui redoutent, c'est quoi qui les touche là-dedans? Parce que si ces mots-là apparaissent, c'est que l'adulte, souvent, derrière, a des préoccupations. J'ai peur que tu ne sois pas à l'école, j'ai peur que tu ne trouves pas ta place dans la société, que tu ne trouves pas ta voie, j'ai peur que tu n'assumes pas un certain nombre de responsabilités, que je ne puisse pas te faire confiance dans ton autonomie. Voilà. Et j'ai peur aussi que tu sois dans un truc que je ne comprenne pas. Donc plutôt que de dire je ne suis pas dépendant, j'inviterais à discuter autour de ça ouvertement. Parce que si je dis j'ai peur que tu sois dépendant, on peut aussi aller au-delà, mais qu'est-ce que tu redoutes? Et donc, qu'est-ce que tu veux pour moi? Parce que c'est ça, au fond. Les adultes, en général, ne disent pas juste aux jeunes qui sont accros pour le plaisir. Ils disent ça, soit parce qu'ils ne connaissent pas le média, parce qu'ils n'y ont pas accès, parce que ça les déroute ou que ça ne leur plaît pas. Et deux, parce qu'ils ont des craintes d'adultes très stéréotypées sur la jeunesse. Mais c'est, encore une fois, générationnel. Voilà. On a eu ça avec le jeu vidéo. Dans les années 90, c'était sur les dessins animés, les mangas. Ça va continuer. Il se fait que le jeu vidéo, c'est le média de masse culturel et de loisirs préféré par beaucoup de jeunes maintenant. Et donc forcément, ça prend la place et ça suscite des questions. C'est un peu le même effet qu'on avait eu avec à l'apparition de l'imprimerie, tout le monde avait peur du livre. Je veux dire, dans Don Quichotte, par exemple, le thème de l'abrutissement par la lecture, c'était un truc qui se retrouvait aussi pas mal. On avait peur des effets des bouquins sur la jeunesse aussi, en fait. On a bien vu les désastres que ça fait. Au XVIIIe siècle, on avait peur que les romans, qui étaient un mode qui faisait leur apparition, contamine la gente féminine. Il fallait leur donner des idées dans la tête et tout ça, leur faire des études. Voilà, les choses ne sont plus comme elles devraient être. Et donc, catastrophe. Voilà, voilà. On voit bien, on en est aujourd'hui. Enfin, quoique, on n'est pas si avancé que ça à ce niveau-là. Il y a forcément un effet générationnel. Il ne faudrait pas le résumer les critiques sur le jeu vidéo à ça. Je pense que l'industrie jeu vidéo doit être vigilante à son public. Maintenant, moi, je ne suis pas tellement dans une conception où je crois à l'autorégulation de l'industrie. Je pense qu'en tant qu'acteurs sociaux, on doit s'impliquer, s'engager, mais sans être anxiogène. C'est ça. Mon discours, il est toujours de dire, au final, quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce qui va vous être utile? Voilà. Est-ce que c'est dire, il est accro, ou se dire, je m'inquiète pour mon enfant, et qu'est-ce qu'en tant que parent, éducateur, j'ai envie de mettre en place? L'application, elle est autre. Voilà. Et on sait qu'un des facteurs de protection sur les usages problématiques des jeux vidéo, c'est quand les adultes et les enfants jouent ensemble aux jeux vidéo. Après, si l'adulte lui-même a des difficultés à se cadrer, ça c'est autre chose. Mais comme un jeu de société ou un loisir, je ne pense pas que les Monopoly
qui est critiquable par ailleurs, le Scrabble, ait été taxé de susciter des vocations et ou capitalistes ou de linguistes par ailleurs. Et ce n'était pas un problème. Donc, il y a beaucoup d'appréhensions qui sont d'ordre culturel, d'ordre des croyances, et qui ne se rencontrent pas sur le terrain de la santé publique et des usages problématiques. Moi, j'ai fait le tour des questions que je voulais vous poser. En tout cas, je vous remercie grandement pour le temps que vous m'avez accordé. Peut-être un mot de la fin. Merci à vous et jouez bien. Merci.